Monsieur Thomas Klahr. Merci beaucoup. Je voudrais me faire d'abord l'écho de Roger Devecq en vous disant tout le plaisir que je prends à être ici, toute la gratitude à vous tous d'abord d'être venus et à vous de m'avoir invité à participer à ce débat autour d'un sujet fascinant. Vous avez vu à travers la vidéo tout ce que vous manquez, n'est-ce pas, et en ne pouvant pas interroger Sylvie Goulard directement. Elle regrette, elle me l'a dit encore hier à Bruxelles, combien elle a beaucoup de ne pas pouvoir être ici. Je voudrais me faire l'écho de ce qu'a dit Roger Devecq, ou plutôt réagir à chaud aux idées qu'il vient de présenter, qui sont celles d'un grand Européen, d'un vrai penseur de la chose politique, d'un grand seigneur, et j'espère que vous me pardonnerez l'expression, d'un grand journaliste, malgré tout le mal implicite que vous avez dit de ce qui fut ma profession et qui reste un peu la vôtre, n'est-ce pas, en disant que nous sommes, si je peux me permettre ce nous, des grands simplificateurs qui avons terriblement besoin de spectacles pour parler du réel, ce qui est vrai au demeurant. Votre analyse me donne à penser, et je crois que vous avez fait la meilleure apologie qui puisse s'imaginer, dans le sens positif du terme, de ce qu'est l'Europe d'aujourd'hui, de ce qu'elle fut ces dernières décennies, et de ce à quoi elle tendra peut-être ou sans doute. Et si j'étais le nouveau président de la Commission, peut-être Martin Schulz ou peut-être Jean-Claude Juncker, je vous appellerai immédiatement pour piloter la stratégie de communication de la Commission future. Vous me pardonnerez toutefois de me mettre un peu en porte-à-faux avec certaines de vos analyses, ne serait-ce que pour animer un peu le débat. Je me demande si la dichotomie que vous décrivez entre ce qu'est l'Europe d'aujourd'hui et ce dont ont besoin les médias pour expliquer la politique, besoin peut-être nourri par des pulsions qui ne sont pas toujours les plus admirables, besoin de spectacle, etc., n'est pas aussi un besoin qu'éprouvent beaucoup de citoyens. Et un besoin en quelque sorte légitime et nécessaire pour pouvoir adhérer à la politique. Et en disant ça, je dis que tous les citoyens de l'Union européenne n'ont pas encore la maturité qu'ont les citoyens suisses, qui ont pris depuis la dernière guerre civile suisse l'habitude d'un système, d'une machine à fabriquer du compromis, qui organise la démocratie d'une manière qui me semble tout à fait extraordinaire et admirable, et très particulière, puisque, corrigez-moi si je me trompe, on a en Suisse l'habitude de quelque chose comme un système qui ressemble à une espèce de grande coalition permanente des partis, et puis on a cette soupape de sécurité, ou soupape démocratique plutôt, qui est le référendum. Et vu de l'extérieur, c'est comme ça que la Suisse fonctionne, n'est-ce pas ? Il n'y a pas de grands affrontements partisans au centre, il y a quelque chose qui est une machine à fabriquer du consensus, et puis il y a le référendum permanent qui permet aux citoyens d'entrer dans une rébellion douce, non violente, contre les décisions que fabrique cette machine à faire du consensus. Et je dirais qu'en Europe aujourd'hui, on a la machine à fabriquer du consensus, que vous décrivez très très bien, mais sans la soupape du référendum. Ou plutôt, cette soupape référendaire n'est utilisée que parfois, et malheureusement utilisée non pas pour solliciter l'avis des citoyens sur les affaires courantes, même importantes, mais solliciter l'avis des citoyens sur la question de l'évolution institutionnelle de cette machine à fabriquer du compromis. Et ça n'est donc pas du tout étonnant que quand l'occasion du référendum se pose, puisqu'elle ne se pose que quand il s'agit de décider de la nature même de la structure, eh bien, par un espèce de le ras-le-bol, n'est-ce pas, qu'ont souvent les citoyens pour des raisons diverses et variées, nourris souvent par des considérations nationales, s'exprime par un rejet. Et en réalité, la question posée, celle de la nature de l'évolution du système, devient accessoire. Et la tentation du non est d'autant plus forte que nous avons cette machine à fabriquer du compromis diffuse et que l'occasion de réagir à ces compromis fabriqués de manière diffuse par des gens invisibles, dont on ne sait jamais très bien si ce sont des politiques ou des technocrates, se pose très rarement. Alors évidemment, au niveau de l'efficacité, cette machine à fabriquer du compromis a connu des décennies admirables. Encore que je dirais que les dernières années ont montré les limites de la machine en l'état actuel. Parce que d'abord, l'euro, et ça les acteurs de l'euro le savaient,
a été mis en place sur une base extrêmement bancale. Manquait un budget fédéral, manquait un système de redistribution, manquait un système de résolution bancaire, manquait des tas de choses dont les économistes pensants savaient bien qu'il faudrait le faire à terme, mais évidemment on l'a fait par la nécessité d'une crise, d'une violence extraordinaire. Et puis beaucoup pensent, je suis de ceux-là, que si la crise a été gérée suffisamment bien pour éviter la désintégration de l'euro, elle a été gérée suffisamment mal pour le faire au prix d'une souffrance sociale absolument considérable dans certains des pays les plus touchés. Je pense qu'on aurait pu l'éviter en gérant mieux la crise. Et le système, je pense, est aujourd'hui arrivé à ses limites. D'abord, parce qu'on a vu à travers les dernières années combien, s'il sauve le minimum, il est insuffisant par rapport aux attentes qu'on peut avoir, mais aussi parce que je dirais que le transfert de pouvoir et le transfert de souveraineté nationale vers le niveau européen a aujourd'hui atteint un point où il est insupportable pour les citoyens d'avoir le sentiment de ne pouvoir ni influer de manière efficace par un vote démocratique sur les décisions prises à cet échelon européen, parce que les citoyens, à juste titre d'ailleurs, n'ont pas l'impression qu'en participant au vote pour le Parlement européen, leur vote va avoir une influence décisive sur les décisions prises au niveau européen. Et on ne fait pas le distinguo entre la Commission, le Conseil et le Parlement, tout ça est trop compliqué. Et ils ont raison, bien sûr, parce que le Conseil, bien souvent, statue, et il n'y a pas de connexion visible ou directe entre le vote parlementaire aux européennes et la nature des décisions qui sortent du Conseil. Et que, deuxièmement, il n'existe pas la soupape référendaire, en quelque sorte, de manière constante. Et troisièmement, et cela aggrave la crise démocratique qui sévit dans beaucoup de pays membres de l'Union européenne, et notamment en France, mais pas seulement, la perception que quelque part le transfert de pouvoir vers l'échelon européen a atteint un degré où cet échelon européen peut intervenir de manière absolument décisive et cruciale dans les décisions nationales, et que donc même le vote national n'a plus d'impact suffisant pour ce qui affecte la vie des citoyens, par exemple leur confort matériel, fait que, je crois, un nombre croissant de citoyens ont le sentiment d'une véritable dépossession démocratique. Et c'est ce sentiment qui, entre autres, nourrit, je crois, la croissance de forces politiques comme celle de Marine Le Pen aujourd'hui. Ce qui, à mon avis, montre que l'Europe a un choix absolument dramatique et crucial à faire, ou bien on va vers une politisation du système européen avec un jeu de droite-gauche au niveau européen, avec ce qui signifie la fin effective de la Commission comme une espèce d'organe non seulement supranational, mais supraparti, n'est-ce pas, qui incarne un intérêt général qui serait déconnecté des velléités ou de la vie politique des partis. Et on gouverne l'Europe comme quelque chose qui ressemblera de plus en plus à une fédération de type assez classique, avec un jeu de droite-gauche, ou enfin appelez-le comme vous voulez, avec des coalitions évidemment au niveau fédéral, ou bien on va vers un modèle plus suisse, et on continue de faire fonctionner l'Europe comme une grande coalition de tous les partis, avec une soupape référendaire constante. Bon, ce n'est pas la voie engagée maintenant, même s'il y a évidemment des initiatives citoyennes. Et ça m'amène à un autre sujet, l'Europe et les médias. Alors là, il y a deux choses à dire, et vous avez touché brièvement. Les médias sont dans une crise, je crois, existentielle. Libération va peut-être disparaître. Le journal pour lequel je travaillais, évidemment qui n'a jamais fait du profit, a disparu déjà, le Financial Times Deutschland. Quand vous regardez le nombre de correspondants de journaux comme Le Monde ou El País à Bruxelles, quand j'étais à Bruxelles comme journaliste, Le Monde tournait à 5 plus 2, maintenant ils sont à 2,5. El País était à 9, je crois. Maintenant ils maintiennent péniblement 2-3 journalistes à Bruxelles, et la tendance va en s'aggravant. La crise financière des quotidiens, des journaux, est telle, mais ce n'est pas seulement les journaux, ce sont aussi les télévisions, et vous le disiez vous-même, le nombre de médias, télévision, radio, qui maintiennent encore un vrai réseau de correspondants internationaux, mais ça vaut aussi pour l'Europe, va décroissant, est telle qu'il y a réellement... Les conditions de travail des journalistes se sont détériorées de manière massive, puisqu'il faut non seulement nourrir le site web, il faut nourrir le papier quand il y a encore du papier, il faut faire des vidéos, il faut faire toutes sortes de choses, que la qualité de l'information, manifestement, décroît. Le nombre de correspondants à Bruxelles décroît, la qualité de l'information décroît, les conditions de travail s'aggravent, les salaires diminuent. Ce qui fait qu'à un moment où, en effet, le besoin d'information supranationale, transnationale, européenne
va croissant, puisque de plus en plus de décisions essentielles sont prises à ce niveau-là. La capacité du système médiatique, appelons-le comme ça, pour des raisons purement financières, de faire son travail et diminue. Et je crois que la crise des médias n'est pas achevée. Nous sommes encore au début, et on peut craindre que le journalisme comme activité commerciale va s'effondrer à un point dans les 10-15 années qui viennent où beaucoup de médias auxquels nous sommes habitués auront disparu. Sans qu'on sache très bien aujourd'hui ce qui va renaître de ce genre de ruine. Donc quand on réfléchit à l'Europe et aux médias, il faut bien comprendre qu'on ne réfléchit pas à quelque chose de statique, non seulement par rapport à l'évolution de l'Europe, mais aussi par rapport à l'évolution des médias, et c'est un vrai problème. Deuxièmement, il y a, me semble-t-il, cette crise donc, de l'organisation politique de l'Europe, de la répartition du pouvoir entre le niveau national et le niveau européen, et de l'adhésion des citoyens. Avec cette montée des populismes, dans des pays comme la France, de l'extrême droite, qui en résulte, qui va d'ailleurs affecter de manière significative, sans doute, la composition du nouveau Parlement européen. Alors dire, en réagissant à tout ça, qu'il faut que les médias fassent mieux leur travail, ou acceptent l'Europe telle qu'elle est, c'est, je crois, faire l'impasse, enfin je le crains, sur l'urgence démocratique qui existe, sur le sentiment de dépossession qu'ont beaucoup de citoyens, et dont les médias, évidemment, portés aussi par leur perversité intrinsèque, se font quelque part l'écho. Mais si on prend un peu de recul, le problème n'est pas seulement celui de l'Europe et les médias, c'est aussi celui de l'Europe des citoyens, et les médias sont en quelque sorte un point de relais dans cette affaire. Quelles sont les réponses possibles ? Il y a une tentative de trouver une réponse à travers une polarisation du débat. On voit maintenant que le PPE, les socialistes, donc les conservateurs de centre-droit, les chrétiens-démocrates, si on veut, et le socialisme, mais aussi les autres grandes familles politiques européennes, auront pour la première fois aux européennes des candidats qui vont faire campagne dans toute l'Europe. C'est le début de l'effort de construction d'un espace démocratique européen. Il y a un sujet qui se prête à ce débat, c'est combien d'austérité. Donc la crise, comme souvent, pourrait faciliter, là aussi, un regain d'intégration européenne, dans le sens que pour la première fois dans l'histoire européenne, on a réellement un débat transnational, pan-européen. Est-ce que ça va suffire à réengager les citoyens? Est-ce que ça va suffire à les faire rentrer dans le jeu démocratique européen, à lutter contre le désenchantement? Je l'espère, ça reste à voir, mais je crois que c'est dans ce cadre qu'il faut chercher. C'est ou bien une fédération avec un jeu politique droite-gauche, ou bien un modèle à la Suisse, vers lequel il faut tendre. Je ne sais pas si les Européens dans leur ensemble ont déjà la maturité démocratique suisse pour pouvoir vivre avec l'Europe vertueusement ennuyeuse que vous décriviez. Je pense que la plupart d'entre nous, Européens, je ne suis pas suisse, il nous faut encore plus de spectacles. Voilà. Je m'arrête là et je vous remercie de votre attention.